Je voudrais d'abord et avant tout vous remercier de témoigner de votre présence effective à cette conférence de presse organisée par le bureau exécutif du réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse est très importante dans la mesure où elle se tient à pratiquement 4 à 5 jours, puisque le jeudi prochain, 28 mars 2019, le président du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau va vider son délibéré dans l'affaire relative au détournement des fonds alloués à l'indemnisation des victimes des déchets toxiques. Donc c'est une conférence de presse qui est très importante parce que nous avons dénoté un certain dysfonctionnement de la justice dans le traitement de cette affaire, caractérisé notamment même par des dilatoires juridiquement infondés faits par le tribunal pour vider ce délibéré. Après lecture du contenu de cette conférence de presse, je vais, à l'occasion donc de vos différentes questions, vous éclairer davantage sur ce que je suis en train de dire. Et donc la conférence de presse va pratiquement commencer. Comme je l'ai dit, c'est le bureau exécutif du réseau qui organise cette conférence de presse, le Renabidetsi. Et donc le thème est le suivant: détournement de l'indemnisation des victimes des déchets toxiques. Vous allez excuser la qualité de ma voix parce que je suis un peu grippé. Le Renabidetsi invite toutes les victimes des déchets toxiques au délibéré civil ce jeudi 28 mars 2019 à 8 h au tribunal d'Abidjan Plateau. Nous tenons avant tout à interpeller le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est bien important de le noter. C'est en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il s'agit d'une question judiciaire. Et donc, sur les pressions que subit le tribunal d'Abidjan dans cette affaire. Ensuite, saisit l'occasion pour rappeler que lors de la quête de sa première mandature présidentielle, précisément au débat télévisé, l'ayant opposé à l'ex-président de la République, il s'était insurgé contre cette justice aux ordres et avait promis de son accession à la magistrature suprême de notre pays de mettre un point d'honneur sur la justice. Pour lui, la justice devait être équitable pour tous. Il avait promis un véritable état de droit où gouvernants et gouvernés seraient réciproquement assujettis à la règle de droit. Aussi, le Rassemblement des Républicains, parti politique du président de la République, avait-il pour slogan de campagne, et je cite, « Ne donne pas ta voix aux déchets toxiques ». Fin de citation. Contre toute attente, sous son règne, nous assistons à un véritable état de police où règne la loi du plus fort. Sinon, comment comprendre que pour une prétendue dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. Aoussou Kado Jano, l'un des parrains de Goro Claude et de Koniche Kouma, au moment des faits, parlant donc de M. Aoussou Kado Jano, Premier ministre et ministre de la Justice, je sois jeté en prison pour écoper une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et à 5 ans d'interdiction de paraître sur le territoire national, exception faite de mon lieu de naissance. Alors que dans cette même affaire, Goro Claude et Koniche Kouma, condamnés depuis le 27 juillet 2016 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel du Plateau à 20 ans de prison pour abus de confiance, portant sur la somme de 4 658 millions de francs CFA destinés à l'indemnisation de 6 624 victimes, membres de notre association, continuent de jouir de leur liberté. Des gens qui sont condamnés et qui sont encore en liberté depuis 2 ans qu'ils sont condamnés. Et comme si cela ne suffisait pas, sous le regard complice des autorités compétentes, le sieur Goro Claude continue de faire miroiter une indemnisation à certaines personnes en leur stockant des sommes variables entre 20 000 et 50 000 francs CFA individuellement. Cet arrêt de la Cour d'appel qui les a condamnés à 20 ans de prison ferme et qui est devenu définitif, a déclaré irrecevable
la constitution de Maître Diabaté Pierre, notre avocat, au motif que nous ne lui aurons pas donné mandat individuel à l'effet de nous représenter. C'est donc une irrecevabilité de forme. Je suis en train de préciser parce qu'il y a des magouilles qui sont en train de s'opérer au niveau du tribunal pour dire que la Cour d'appel a statué sur la question. En l'occurrence, le tribunal correctionnel. Parce qu'en droit, lorsque le tribunal correctionnel statue sur une question pénale avec constitution des parties civiles, il n'est plus possible de poursuivre cette affaire devant le tribunal civil. Mais ici, l'action a été rejetée. Donc c'est une irrecevabilité et n'a pas été déclarée mal fondée. Donc ça veut dire que le juge n'a pas statué dans le fond du débat. Mais c'est une irrecevabilité des formes. Il y a une condition qui n'est pas réunie pour remplir la condition et tu reviens. Donc je précise. C'est donc une irrecevabilité des formes qui a empêché la Cour de statuer sur le fond de notre demande d'indemnisation et non une décision sur le fond du débat. Par voie de conséquence, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas à notre action civile. En d'autres termes, cet arrêt nous a invités à reprendre notre action civile devant le tribunal civil dans la mesure où elle avait été supposée par la Cour mal engagée par nous et que le tribunal pénal avait définitivement clos cette affaire sur le plan pénal. C'est-à-dire que la peine de 20 ans infligée à Goro Claude, Koneche Kouma et autres ne peut plus faire l'objet de recours. Ils doivent donc être obligatoirement, et c'est la conséquence immédiate, jetés en prison pour la purger. Parlant donc de la peine, mais curieusement, ils sont toujours en liberté et ce, en dépit de plusieurs saisines du procureur général et de sa hiérarchie à cet effet. D'autre part, il convient de souligner que la décision du tribunal qui avait condamné Access Bank à 21 milliards de francs CFA d'amende pour méconnaissance des préventions du blanchiment des capitaux, portant sur les 4 milliards 658 millions de francs CFA, cités plus haut, donc suscités, et mis hors de cause African First Bank alors qu'il s'agit de la même banque, a été corrigé dans le dit arrêt par la déclaration de Maître Nano Christine Larec, donc est la décision définitive. Notaire dont l'étude avait procédé au changement de dénomination de cette banque. En effet, ce notaire a souligné que c'est Access Bank qui est devenu African First Bank, suite à une augmentation du capital intervenue à l'occasion d'une assemblée générale de cette banque. Au regard de ce qui précède, African First Bank répondra des actes délictuels d'Access Bank sur le plan de la responsabilité civile. Et c'est la conséquence du droit de cet arrêt correctionnel devenu définitif que l'entourage politique du président de la République et certaines personnes influentes d'African First Bank veulent empêcher le tribunal de tirer. Ce qui a obligé le président du tribunal à fixer à l'audience du 29 novembre 2018 le délibéré de cette affaire, donc de notre affaire, au jeudi 7 février 2019, puis prorogé au jeudi 28 février 2019 et encore au jeudi 28 mars 2019 sans aucune raison valable. C'est vrai que certains magistrats sont corrompus. Toutefois, beaucoup d'entre eux sont intègres. Malheureusement, les politiques les empêchent de travailler en les obligeant à tordre le cou du droit. Notre problème n'est pas qu'on nous donne raison lorsqu'on a tort pour que nous puissions vanter les mérites de cette justice, mais plutôt que de la sortie. Après, le 25 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Abidjan s'est déclaré incompétent dans cette affaire au profit du tribunal civil du plateau et ce, en raison de la nature civile et non commerciale de cette affaire. Il a estimé que c'était une action civile, une affaire civile et donc fallait saisir le tribunal civil. Suite à cette décision, nous avons adressé un courrier au président du dit tribunal pour le féliciter, simplement parce que sa décision était conforme au droit. Il en a été de même pour le tribunal du plateau où nous avons été bénéficiaires de 2 ordonnances de référé contre la LGBCI au terme desquelles la première l'avait condamnée à nous remettre tous les documents des 23 000 victimes qu'elle avait prétendu indemniser et l'identité complète de celle-ci. Et la seconde, du fait de sa résistance injustifiée à se conformer à ces prescriptions du juge, alors qu'elle n'avait pas interjeté appel de cette décision, l'avait condamné à le faire. Donc la justice l'avait condamné à le faire sous astreinte comminatoire de 30 millions de francs CFA par jour de retard d'exécution.
la RGBCI avait partiellement exécuté cette décision en nous communiquant des extraits de compte, révélant l'indemnisation de 17 000 personnes, mais sans aucune identité de ces dernières. À la fin des 10 extraits s'affiche un solde résiduel de 4 milliards 294 millions 507 321 francs CFA nous appartenant et qu'elle avait caché dans ses livres depuis le 30e mars 2010. Lorsque nous avons saisi le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, pour l'avoir condamné à nous reverser ce solde résiduel, il s'était posé la question de la propriété des 10 fonds, puisque le compte sur lequel celui-ci se trouve a été ouvert pour notre compte par le cabinet Lady & Co que nous avions mandaté à cette fin. Et comme il s'était posé la question de la propriété des 10 fonds, la juridiction des référés s'est déclarée incompétente au profit du juge du fonds. Nous ne nous sommes pas plaints de cette haute décision parce qu'elle est aussi conforme au droit. Ceci pour dire que nous sommes attachés au strict respect du droit. Dans cette dernière affaire relative aux astreintes, la RGBCI a fait appel alors qu'elle s'était partiellement exécutée, car lorsqu'une partie a déjà commencé à exécuter une décision, l'autre partie ne peut plus saisir le premier président de la Cour d'appel une décision, en l'occurrence un jugement, parce que si c'était une décision de la Cour d'appel, ça allait être un pourvoi en cassation. Donc l'autre partie ne peut plus saisir le premier président de la Cour d'appel pour solliciter une ordonnance de sursis à l'exécution de cette décision. Une fois que l'exécution de la décision est entamée, on ne peut plus saisir le président pour dire non, il faut l'arrêter. On continue. De la même façon, celui qui commence à exécuter une décision, puisque la RGBCI avait une exécution partielle, ne peut plus juridiquement faire appel de celle-ci. Il s'ensuit que l'appel formé par la RGBCI est censé ne pas avoir été fait. Et les astreintes de 30 millions de francs CFA par jour de retard continueront donc de courir depuis la date du 30 avril, vous pouvez corriger, il y a mis 2019, mais c'est 2018, date de signification de cette ordonnance à la RGBCI, jusqu'au jour du prononcé de cette décision par le premier président de la Cour d'appel, qui se devra en principe de la confirmer et ce sera justice. Au regard de ce qui précède, nous descendrons dans les rues si le délibéré du 28 mars prochain n'est pas vidé ou s'il est vidé et biaisé conformément à la volonté de l'entourage du président de la République, dont M. Adama Bitogo, Kone Cheokouma et des banquiers, dont Afkolin First Bank, la RGBCI, qui exercerait de fortes pressions sur le président du tribunal en vue de biaiser la décision à intervenir. Adama Bitogo, un membre très influent du RADP, userait de son influence politique pour soumettre le tribunal à un chantage éhonté, ridicule et inacceptable. Les magistrats du tribunal dans ce dossier, qui ont déjà montré leur droiture, sont exposés au chantage politique et financier digne des temps moyenâgeux. Chantage suivi de menaces d'affectation et de perte de poste, donc davantage. Nous prenons à témoin le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, les organisations des droits de l'homme, la communauté nationale et internationale sur ces menaces visant à tripatouiller le verdict de cette affaire, lesquelles, si elles produisent l'effet escompté, peuvent être susceptibles de porter atteinte à la paix sociale et par conséquent à la cohésion et à l'unité nationale. Enfin, nous invitons toutes les victimes des déchets toxiques, les organisations de la société civile et des droits de l'homme au délibéré civil du 28 mars 2019, c'est-à-dire le jeudi prochain, dans l'affaire relative au détournement de notre indemnisation en vue du triomphe de la justice sur l'injustice. Fin de lecture de cette conférence de presse. Je voudrais donc vous remercier de l'attention accrue que vous avez eue quant à l'écoute de cette conférence de presse et me soumettre à vos différentes préoccupations sur les points qui vous ont semblé confus, diffus, même, voire même touffus. Donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, Président, vous-même, l'analyse, ça c'est une analyse faite, mais quel est le sentiment qui se dégage? Voilà bientôt 10 ans que vous êtes dans cette procédure. Qu'est-ce que vous avez? Oui, mais c'est un sentiment évident de découragement. Mais comme le disait l'autre, découragement ne va pas ivoirien. Nous nous efforçons, n'est-ce pas, donc, de mener la lutte, de tenir la lutte et
d'être dans le combat. Cela fait pratiquement 10 ans, depuis 2009, que notre indemnisation a été payée par la société Trafigura suite à un accord transactionnel que nous avons unanimement accepté au nombre de 29 624 victimes. Et au moment où notre mandataire, l'ED ENCO, parce qu'il ne s'agissait pas d'association de victimes, on était organisé dans un cadre associatif, mais les représentants d'associations n'avaient aucun pouvoir sur les victimes. La décision d'accepter ou de ne pas accepter un élément du contrat. C'était des mandats individuels. Donc on avait tous pour mandataire le cabinet l'ED en son temps. Et c'est parce que le cabinet s'est fourvoyé que nous sommes organisés en association au nombre de 25 000 victimes. Donc depuis août 2009, l'argent est venu. Et le 24 septembre 2009, l'argent a été transféré par la société Trafigura, suite à notre accord unanime, sur un compte des victimes ouvert par l'ED dans les livres de la LGBCI. Au moment où l'ED s'organisait pour procéder à notre indemnisation, donc dans le mois d'août, et l'organisation, n'est-ce pas, en nous donnant donc d'abord des codes PIN, puis des cartes bancaires LGBCI, donc pour permettre à chacun d'aller sereinement récupérer son argent sans l'intermédiaire de quiconque. Ce qui dégageait déjà une transparence certaine et non une certaine transparence. Et donc, une association fictive, putative, imaginaire, après intrusion dans la procédure, elle est née même en septembre 2009, c'est-à-dire après même toute la transaction. Une procédure qui a commencé en novembre 2006 et qui s'est soldée par un règlement amiable en août 2009. Et l'argent est venu le 24 septembre 2009. L'association naît en septembre 2009 et prétend avoir été mandatée par nous. Et l'association est protégée par des politico-judiciaires, notamment les Bitogo et autres, les Aoussoujano. Et les gars font impression sur le tribunal pour avoir d'abord une décision de séquestre. Les gars séquestrent les fonds et par la suite à une odyssée juridico-judiciaire, au niveau de la Cour suprême, on aurait appris que M. Adama Bitogo aurait fait impression sur la volonté du cabinet l'ED, à l'effet, n'est-ce pas, donc de passer le protocole avec Goro pour lui confier l'argent, parce que selon lui, aucun tribunal en Côte d'Ivoire ne lui donnerait raison au cabinet l'ED. Et je crois que c'est ce qui a fait que le cabinet l'ED s'est départi de notre mandat, a glissé notre mandat sans notre consentement pour donner notre indemnisation et nous avons été grigés jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, nous avons 25 000 victimes qui n'ont pas été indemnisées. Il y avait un peu plus, 25 000 victimes. Mais l'enquête de police a tablé sur 6 624. Comment cela s'est-il passé? C'est que lorsque nous avons initié notre procédure en 2009 et qu'il y a eu des troubles politiques par la suite, après les élections, donc après la crise post-électorale, nous avons réactivé cette procédure le 20 juillet 2011. Et lorsque nous avons réactivé la procédure, la LGBCI a fait croire à l'enquête préliminaire diligentée par la police économique dans sa déclaration qu'elle avait indemnisé 23 000 victimes, comme le stipulait le protocole. Parce que du 1er mars 2010 au 20e mars 2010, la coordination de Goroko, l'association fictive, et le cabinet KSK, c'est-à-dire Kwame Clement et Zina Zawadogo, qui représentait le cabinet LED, puisque le cabinet LED était un cabinet d'avocats international. Donc à Londres, un postulant ivoirien, le cabinet KSK qui représentait, se devait d'indemniser 23 000 victimes. Et les 6 124 victimes restantes devaient être indemnisées par la seule coordination de Goro, mais à la LGBCI, et non hors de la LGBCI. Vous voyez un peu. Et donc, il y a une stipulation, n'est-ce pas, donc, de ce protocole qui disait que toutefois, s'il advenait des troubles du fait de l'une des parties, c'est entre la coordination et le cabinet KSK représentant l'ED, l'autre partie était en droit de demander une prorogation de ce processus, jusqu'à ce que ce nombre soit atteint, Mais le processus, comme vous pouvez vous rappeler, parce que nous étions tous en Côte d'Ivoire, a été constamment et quotidiennement perturbé par les éléments de la FESI, Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, à la sorte de la coordination et quelques éléments de la société Koneko de Kone Cheikh-Oumar. Donc le processus ne s'est même pas bien déroulé. Et le 19 avril 2010, le cabinet KSK représentant le cabinet LED arrête brusquement ce processus de façon définitive. Parce que le cabinet a demandé des comptes à Goro et Goro refusait de faire le point. Goro donc est le président de cette prétendue coordination. Et donc, lorsque nous avons initié la procédure, la LGBC fait la déclaration pour quitter le nombre de 23 000 victimes. C'était le 19 mars que la procédure a été arrêtée. Et nous, quand on a constaté au début que la procédure ne se faisait pas, nous, notre objectif au départ, ce n'était pas de faire un conflit judiciaire ou quoi que ce soit. C'était d'abord notre agent que Goro prenne. Pas que ce ne soit pas juste que le cabinet LED, que notre mandataire prenne, et il faut qu'on ait notre agent. Donc on regardait. Et quand on a vu que le processus se déroulait mal, nous sommes organisés. Nous avons convoqué toutes les victimes. Et les victimes sont venues. Et nous étions 25 000 victimes à la mairie d'Adjamé. Nous avons fait une conférence de presse pour mettre sur pied une association pour défendre nos intérêts, puisque nous avons été abandonnés à notre histoire par le cabinet LED qui était notre mandataire. Et c'est là que nous avons pris nos responsabilités. Et mandat m'a été donné de porter plainte et c'est ce que nous avons fait.
Et donc nous avons porté plainte. Et quand nous avons porté plainte, ils ont fait des déclarations. La SGBCI fait sortir les 4 milliards de ses livres pour aller à 16 banques. Alors que l'argent devait rester là-bas. La SGBCI a reçu 150 millions de francs CFA à titre d'honoraire pour superviser tout le processus d'indemnisation. Et la SGBCI maintenant oriente les enquêteurs à 16 banques pour dire non, que le reste de l'argent est parti. Donc c'est sur cette somme, pour revenir à votre question, que l'enquête a été exclusivement menée. L'enquête n'a pas été menée à la SGBCI, alors que nous avons porté plainte contre la SGBCI. Parce qu'à priori, nous ne savions même pas qu'une somme était partie à 16 banques. Parce que c'est la SGBCI qui était dépositaire de ces fonds-là. Vous comprenez? Et donc c'est comme ça que l'enquête a été menée. Ça a biaisé. Donc on a suivi le processus. Devant le premier cabinet d'instruction, nous avons relevé que nous avons 25 000 victimes. Et donc on a demandé un réquisitoire supplétif du procureur pour prendre en compte ces trucs. Ça n'a pas été fait. On avait même porté plainte contre l'État de Côte d'Ivoire par rapport à la question de l'indemnisation concernant l'État de Côte d'Ivoire, puisqu'il y a 35 000 victimes aujourd'hui qui n'ont même pas encore reçu leur argent. Mais pour ne pas rendre notre procédure, comme le Premier ministre et ministre de la Justice, M. Aoussou Diallo, il avait distrait donc cette partie de notre plainte. Nous sommes concentrés sur le cabinet de la procédure initiée par le cabinet, c'est-à-dire les 750 000 que chaque victime devait avoir. Et le réquisitoire supplétif, c'est-à-dire qu'on demandait au procureur d'étendre l'enquête à la SGBCI, ça n'a pas été fait. Parce que Aoussou Diallo était Premier ministre, ministre de la Justice, et vous savez que le procureur, le parquet de la République, le parquet général sont le prolongement du pouvoir exécutif, du pouvoir politique. Vous comprenez un peu? Et donc la SGBCI a été disculpée. C'est ce qui a fait qu'il y a eu une ordonnance de non-lieu partiel dans l'enquête. Et aujourd'hui, des années après, en 2018, on saisit le juge des référés pour dire non, il faut que la SGBCI nous fasse le point de ces indemnisations et nous communique tous les documents puisque nous sommes les représentants des victimes. Avant de continuer, je voulais savoir d'abord, la SGBCI gérait combien? Devait gérer combien? 22 milliards 500 millions? 22 milliards 500 millions destinés à l'indemnisation de 29 624 victimes. Une victime devait avoir 750 000 francs CFA. Maintenant, 22 milliards 500 millions que la SGBCI devait gérer, combien est parti à 16 millions? 4 milliards 658 millions de francs CFA. Et le reste? Pour 6 624 victimes. Le reste est resté à la SGBCI de façon évidente. Mais la SGBCI a fait croire qu'elle avait indemnisé déjà 23 000 victimes. Il y a quelques victimes qui ont été indemnisées. Mais quand on regarde le nombre de victimes que nous avons eues à l'occasion de notre Assemblée Générale et que l'indemnisation n'a plus jamais repris, on s'est dit que la SGBCI n'a pas indemnisé plus de 4 000 victimes avant de transférer l'argent de 6 000 victimes là-bas. Nous, ça fait 10 000 victimes. La SGBCI devait à ce jour garder dans ses livres l'argent de 19 000 victimes, 19 624 puisque ça devient 9. Vous comprenez un peu. Mais vous voyez ce qui est un peu troublant, c'est que quand nous avons fait d'abord la procédure, bon, je venais à l'ordonnance des référés, mais je vais bien avant ça. J'ai dit que quand on a constaté que le processus était perturbé quotidiennement, on a fait aussi des démarches, on a fait une procédure judiciaire après la création de l'association, et au nombre de 25 000 victimes, on a obtenu une décision de justice. Le juge Blaise Antoine qui a ordonné le séquestre au profit de la coordination a dit qu'il ne pouvait pas ordonner un autre séquestre. Mais sur la base des preuves que nous avons produites au tribunal, c'est-à-dire les dossiers des 25 000 victimes, tout et tout, le juge s'est vu dans l'obligation de délivrer une autre ordonnance de séquestre sur notre fonds, notre part d'indemnisation. C'est-à-dire dans les 22 milliards, 25 000 victimes, c'était 18 milliards 750 millions. Et nous avons cette décision de justice. Et Gourou Claude est parti en rétractation de cette ordonnance devant le tribunal dans une affaire de fonds. Et Gourou Claude a été débouté et la décision ordonnée à la SGBCI de nous remettre fonds à notre avocat afin que celui-ci ne puisse nous indemniser sous astreinte communatoire de 30 millions de francs CFA par jour de l'état d'exécution. Et lorsque notre huissier est parti signifier cette décision à la SGBCI, le service contentieux géré en ce moment par Nguessan Jean-Marie, qui a fui par rapport à cette procédure, mais à NCA avec son directeur des affaires juridiques qui est également impliqué, trempé dans ce détournement, parce que nous ne voulons pas être attrapés donc par ces actes délictuels. Et donc, la SGBCI, lorsque l'huissier est parti signifier, la SGBCI, la mention, n'est-ce pas, donc, portée sur la décharge, disait ceci: nous portons à votre connaissance qu'à ce jour, nous avons indemnisé un peu plus de 12 000 victimes, que le solde que nous demandons est en deçà du montant indiqué. Le solde, n'est-ce pas, donc, est en deçà des 18 milliards. Ils ont indemnisé un peu plus de 12 000 victimes. Vous avez indemnisé un peu plus de 12 000 victimes à la date de l'arrêt définitif du processus. Il y a 19 000 victimes, il doit rester 17 000 victimes à la SGBCI. Si vous transférez l'argent de 6 000 victimes, il doit rester l'argent de 11 000 victimes. Mais ça a disparu comme par enchantement. Et maintenant, nous, on fait une action en 2018, c'est-à-dire plus de 7 ans après. La SGBCI nous communique des extraits de comptes qui révèlent l'indemnisation de 17 000 personnes. Je ne dirais même pas 17 000 victimes, parce qu'on sait que Gourou Claude a fait des contrefaçons, des cachets des commissaires de police, pris des attestations d'identité scannées à l'ordinateur, a posé des photos comme ça de ces personnes qu'il recense aujourd'hui, 120 000 victimes ou 300 000 victimes.
mis dedans et puis aller récupérer l'argent. C'est ce qui a fait qu'il a bloqué, le cabinet Casca a bloqué le processus, c'était par rapport à des malversations criantes et criantes même de ce processus-là commise par la coordination de Gorou Claude. Donc vous transférez 6 000, l'argent de 6 000, il reste 11 000. Aujourd'hui vous nous donnez des extraits de compte qui révèlent l'indemnisation de 17 000 victimes avec un solde qui est conséquent par rapport donc à l'extrait de compte, n'est-ce pas, donc au nombre de personnes contenues sur l'extrait de compte. 17 000 victimes, donc le solde est de 4 294 507 321 francs. C'est l'argent de qui? C'est l'argent des victimes du réseau qui n'ont pas reçu leur argent. Puisque au-delà des 6 624 victimes dont l'argent a été transféré à Access Bank et qui a été par la suite détourné par Gorou Claude, il y a 25 000 victimes, donc 19 000 victimes n'ont pas été indemnisées. Et nous faisons une action en référé pour demander cet argent. Puisque le juge des référés, c'est le juge de l'évidence, c'est-à-dire que quand il y a une discussion qui est engagée entre les parties, on transfère l'affaire devant le juge des fonds pour examiner, n'est-ce pas, donc, les fonds du débat. Et comme il s'est posé une question de propriété des fonds, puisque le compte a été ouvert par l'ED, mais c'est le compte des victimes, l'ED n'est plus là, la coordination aussi a été impliquée dans le processus. Nous, on est là aussi. Donc, à qui appartient les fonds? C'est le tribunal du fond qui doit, n'est-ce pas, donc, prendre cette décision, juger, n'est-ce pas, donc, la question. Et nous avons saisi donc le tribunal à cet effet. Après que le tribunal des référés s'est déclaré incompétent, nous avons saisi le tribunal du fond des premières instances et l'audience est prévue au 25 avril prochain. Et là, nous avons assigné toutes les parties concernées par ce processus. Nous avons assigné le cabinet LED, nous avons assigné la coordination, nous avons assigné la SGBCI. Et le 25 avril, parce que nous avons respecté le délai de distance. Comme le cabinet LED est à Londres, il faut 2 mois pour prendre connaissance de là, donc nous avons respecté le délai. Donc pour dire qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, nous avons 25 000 victimes. Mais officiellement, nous menons le combat de 6 104 victimes, puisque c'est ce qui ressort de l'enquête. Après quoi, nous allons engager la procédure pour les autres victimes qui n'auraient pas reçu leur indemnisation. Voilà un peu ce que je peux répondre relativement à cette question. Bon, président, moi j'ai une question. Si j'ai bonne mémoire, la Cour d'appel avait pris une décision. Le jour a eu une décision par rapport à Maître Diabatier Pierre, vous dit ouais, que toi d'abord, en tant que plaignant, tu devais recevoir la somme de 750 000 francs. À titre de dommages et intérêts. À titre de dommages et intérêts. La décision de la Cour d'appel l'a prise. Maintenant, on a demandé à votre association d'individu si que vous n'étiez pas parti, vous n'étiez pas, il s'est pas mandaté, vous n'avez pas mandaté individuellement votre avocat pour pouvoir recevoir, pour poser plainte contre Gorou. Aujourd'hui, où on en est? Ok, merci bien. Merci, c'est une question. Merci bien. C'est une Est-ce question. que tu as été poussé, où on en est? Non, c'est une question pertinente qui va me permettre, n'est-ce pas, donc de donner des réponses très précises. D'abord, cet arrêt, pour précision, a condamné Koneche Kouma, SPCA de l'Africa Sport, Gorou Zialo Claude François, Awa Ndiaye épouse Mbaye, une amie de Koneche Kouma, Digwe Lokadi, alors trésorier de la coordination de Gorou, et Access Bank devenu African First Bank, à 20 ans de prison concernant donc les personnes physiques et à 3 millions de francs CFA d'amende pour abus de confiance portant sur la somme de 4 milliards, c'est-à-dire la totalité de la somme qui a été virée à Access Bank a été détournée par ces personnes-là. La totalité, hein. C'est-à-dire qu'Access Bank même n'a même pas connu le début, l'amorce même du processus d'indemnisation, l'indemnisation d'une seule victime. Toute cette somme, donc c'était une collusion manifeste apparente entre la SGBCI et ces personnes-là pour garder le reste de l'argent là-bas. Vous comprenez un peu? Et cette décision les a condamnés et la décision est devenue définitive. En droit, on dit que la décision est passée en force des choses jugées irrévocables ou la décision a acquis autorité des choses jugées en dernier ressort. C'est-à-dire que c'est insusceptible de tout recours. Ce n'est susceptible donc d'aucun recours. On ne peut plus attaquer cette décision. Donc au plan pénal, l'action est définitive. Ils doivent être en prison. Heureusement, ils sont en liberté. Gorou continue d'escroquer les gens sous le regard complice des autorités compétentes. Et sur l'action civile, c'est de ça que je parlais. L'arrêt a déclaré irrecevable la constitution du parti civil de l'avocat. Mais un avocat ne peut pas être partie civile, ne peut pas se constituer partie civile. L'avocat se constitue simplement. C'est la constitution de l'avocat. Donc, en disant que l'arrêt rejette la constitution du parti civil, ça veut dire que l'arrêt assimile l'avocat à une victime qui est demanderesse à cette action-là. C'est-à-dire qui est partie prenante à cette action, donc qui demande son indemnisation. Donc, nous avons attiré l'attention avant qu'elle ne rédige intégralement la décision, parce que c'est dans l'attestation du policier qui a été lu en audience publique. Nous avons écrit un courrier pour dire que voici ce que nous avons appris. Madame la première présidente Ala Kwadjo Alice, que Koneche Kouma vous a donné l'argent
Akoulin Fesban vous donner l'argent pour connaître chaque mois, pour le disculper, pour ne pas le condamner, et donc pour condamner Gourou seul, puisque Gourou avait fui, et nous on allait végéter dans la nature et tout ça, et reconduire le jugement concernant Akoulin Fesban, puisque le tribunal a condamné Access Bank à 21 milliards, donc Access Bank est concerné, et a mis hors de cause Akoulin Fesban pour reconduire cette décision. Alors que la notaire dont l'étude a procédé au changement des dénominations a été convoquée par l'avocat général qui a siégé à cette audience, M. Bakayoko Ousmane. Et l'avocat général, en audience publique, a posé par 3 fois la question à la notairesse, de savoir quel est le statut juridique, de savoir donc le statut juridique des 2 banques. Elle a dit, il n'y a pas 2 banques, c'est une seule banque. C'est simplement un changement de dénomination suite à une augmentation de capital. Et ça est à la page fin 13, début 14 de l'arrêt. Et la présidente de la Cour d'appel donc a repris dans la rédaction intégrale de cette décision. Elle a enlevé constitution des parties civiles d'avocats et elle-même elle a condamné tous les trucs, comme ce qu'il a dit, tous les prévenus à me payer la somme de 750 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Et j'ai relevé ça. J'ai dit, mais sur quelle base, sur la base de quel préjudice tu les condamnes à me payer à titre de dommages et intérêts? Parce que quand on subit un préjudice, qu'on condamne quelqu'un à payer à titre de dommages et intérêts, mais tu n'as pas statué sur ma demande principale qui est mon indemnisation en tant que victime. Et puis tu demandes aux gens de me payer à titre de dommages et intérêts. Et ça, c'est une incongruité qui ne dit pas son nom en droit. Et donc, quand j'ai relevé les incongruités, dans la rédaction de la décision, elle a enlevé, elle a condamné tous les prévenus maintenant à me payer 750 000 francs. Et j'ai relevé ça. Vous voyez un peu. Donc, elle a tripatouillé la décision. C'est ce qui a fait qu'on a porté plainte contre elle pour faux commis d'une décision de justice qui est restée en l'état jusqu'aujourd'hui, depuis 2 ans. Et donc, l'argent, je n'ai pas encaissé parce que la décision était truffée d'incongruité. Je n'ai pas exécuté cette décision puisque l'action civile est encore ouverte pour les 623 victimes. Donc, devant le tribunal, dans cette nouvelle action, dont le délibéré sera vidé le jeudi prochain, je me suis évertué à montrer au président, au tribunal d'Abidjan, que les 750 000 francs n'étaient pas en adéquation avec le préjudice que j'ai subi. Parce qu'au moment où on prenait cette décision, ça fait déjà 7 ans. Aujourd'hui, maintenant, on est à pratiquement 9 ans, 10 ans. Donc, ce n'était pas en adéquation. Et c'était à titre de dommages et intérêts. Il faut que le président réexamine ma demande principale, qui est mon indemnisation. D'abord, vous comprenez un peu. Donc, voici où nous en sommes. Et donc, c'est sur la base de cette décision correctionnelle qui est devenue définitive que nous avons engagé la responsabilité civile, délictuelle et quasi délictuelle de ces condamnés sur la base donc, de l'article 1382 qui dit que tout fait quelqu'un de l'homme qui cause à aucun dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable de son acte, non seulement par son imprudence mais également par sa négligence. Article 1383 du Code civil. Donc sur la base donc, de ces 2 dispositions textuelles, de ces 2 dispositions légales, nous avons assigné régulièrement depuis mars 2018 tous ceux qui ont été condamnés par l'arrêt. Vous allez bien voir que nous n'avons pas assigné Adama Bitogo parce qu'il n'a pas été condamné par l'arrêt. Parce que M. Bitogo avait transigé en ce moment-là, en 2012, lors de l'ouverture, n'est-ce pas, donc l'information judiciaire par le procureur de la République, qui était M. Kwadwo Simplice en ce moment, sur l'action publique le concernant, c'est-à-dire sur les actes, n'est-ce pas, donc, de nature pénale qu'il avait eu à poser, c'est-à-dire le détournement de la somme de 600 millions, étant entendu que Kone Chekoum avait affirmé même lui avoir remis en main propre, et donc il n'y a pas de traces, 400 millions de francs CFA. Et donc il avait dit à la juge d'instruction qu'il avait déposé le milliard là au trésor et que ça allait nous être reversé. Jusqu'à ce jour, on n'a rien vu. C'est pourquoi nous avons maintenant engagé une action civile contre lui. Puisque dans les réquisitions du procureur paru dans Fraternité Matin du 25 juillet 2012, le procureur de la République a dit notamment qu'une action en restitution de l'indu sur la base de l'article 1367 du Code civil pouvait prospérer pour les victimes. L'article 1367 du Code civil dit quoi? Celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer à celui de qui il a indûment reçu. Et donc sur la base de cette disposition textuelle, nous avons assigné sa responsabilité. Et également l'article 1378 qui dit que si tu reçois par mauvaise foi, tu payes le fruit ou tout ça. Donc on a engagé sa responsabilité et ça passe le 4 avril. Donc voilà un peu, c'est le statu quo. Donc depuis 9 ans, 10 ans que nous bataillons, que nous végétons les victimes, pour la grande majorité que vous connaissez dans les manifestations, à 70% constitués des femmes et des personnes du 3e âge, donc qui sont très fatiguées, parmi lesquelles beaucoup sont décédés, d'autres continuent encore de mourir du fait donc de leur exposition prolongée aux émanations qui ont été dégagées par ces déchets pétroliers-là. Il y a d'autres même qui sont atteints aujourd'hui de la cécité, pas forcément par rapport à l'âge, mais la cécité qui a une connexité, un lien de connexité direct avec ces déchets toxiques-là. Vous voyez un peu? Donc ça fait 10 ans que nous végétons et nous courons. Et donc il est inacceptable, et c'est le sens de cette conférence de presse,
Parce que vous avez dû remarquer que depuis quand même un peu longtemps, nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas fait de conférences de presse. Alors qu'en son temps, toutes les semaines, nous étions dans la presse. Nous n'avons pas parlé parce que depuis l'avènement du ministre Sansan Kabiré à la tête du ministère de la Justice, les choses avaient commencé à évoluer dans le bon sens. Et toutes les décisions que nous avions obtenues, dont nous avons été bénéficiaires, ou non, parce qu'on a aussi des décisions d'incompétence, ont été conformes au droit. Donc nous nous sommes dit, mais pourquoi parler? Quand on parle, il faut avoir une raison, n'est-ce pas? Donc, je vais dire, une raison valable pour parler. On ne parle pas pour parler. Et si nous sommes sortis maintenant de ce carcan de silence pour parler et donc pour interpeller les victimes en particulier et l'opinion en général, c'est parce qu'il y a problème. C'est parce que des sources judiciaires, nous avons reçu des informations selon lesquelles le tribunal subissait une pression incommensurable. À l'effet soit de traîner en longueur la prise de cette décision, soit de biaiser le verdict. Et là, nous nous insurgeons contre cette manière de faire. Parce que le président de la République lui-même, lors donc du débat télévisé avec Laurent Gbagbo, l'ex-président, avait mis un point d'honneur sur la justice. Il avait dit que s'il venait, la justice ne serait plus une justice aux autres, elle serait une justice équitable pour tous, une justice juste. Nous ne pouvons pas comprendre que ce soit ses collaborateurs qui soient aujourd'hui, n'est-ce pas, donc indexés et de façon publique même, qui posent ces gens de pas là. Nous voulons, c'est lieu pour nous donc, d'interpeller respectueusement son Excellence M. Alassane Ouattara. À l'effet vraiment, je suis déjà le dossier puisque le 5 février 2019, il m'a répondu et il a dit que il m'avait remercié de lui avoir fait connaître l'issue de la procédure pénale au terme de laquelle les gars ont été condamnés et qui sont encore en liberté. Ça c'est en 2019, tout le 5 février. Donc je suis le dossier. Mais d'avoir encore un regard plus accru. Parce que le jeudi prochain, c'est une date très importante pour les victimes. C'est une date très importante pour une grande partie de la population ivoirienne. Et si les chantages de son entourage atteignaient leur but, se réalisaient, ça pourrait, je n'ai pas dit que ça peut, ça pourrait vraiment créer des troubles graves à l'ordre public. Parce que nous sommes fatigués et nous ne pourrions accepter indéfiniment cette injustice-là. Voilà un peu ce que je vous ai dit sur cette question. Pensez-vous que la SGBCI est en train de soudoyer tout le système? Oui, non, mais c'est leur travail. Et ils sont connus pour ça là-bas. Tous les juges les connaissent, tous les justiciables les connaissent. La SGBCI ne se laisse pas faire. La SGBCI d'abord soudoie le système, vous accule quand votre droit est flagrant. Et quand la justice ne peut pas se débiner par rapport à votre droit, vous amène jusqu'à la Cour suprême. Avant, n'est-ce pas, donc de chercher à négocier avec vous. Et la SGBCI même s'oppose même à l'exécution des décisions de justice. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la SGBCI rentre dans tout le système. Vous voyez ici par exemple, l'action qui a été portée à la censure du président de la Cour d'appel, c'est-à-dire les astreintes. La SGBCI est condamnée à nous remettre tous les documents. C'est ce que j'ai dit en train de vous dire, que depuis l'avènement de Sansan Kabiré, les choses ont commencé à évoluer. La SGBCI, la grande SGBCI, perd devant nous. Mais vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi elle n'a pas fait appel? C'est une question pertinente. Elle n'a pas fait appel pour la simple raison que le directeur général qui est là actuellement, il est venu en janvier là. Et les trucs sont passés en 2009, 2010, 2018, donc il n'est même pas informé. Pour lui, la décision, c'est une décision légitime puisque ça va dans le sens de l'intérêt général. Et une décision légale parce que cette décision a été prise conformément aux règles de droit, dans le respect strict, n'est-ce pas, donc des règles de droit. Une décision, vous dites que vous avez indemnisé 23 000 victimes. Les représentants actuels des victimes et les représentants exclusifs de ces victimes demandent la communication de ces documents pour avoir une connaissance de ces dossiers. Donc c'est une question. Donc le directeur a dit de ne pas faire appel. Mais après 3 mois, le directeur même a été confronté à des difficultés pour exécuter. C'est là que le directeur a su, n'est-ce pas, donc, le scandale financier sous lequel a ployé, n'est-ce pas, donc, sa banque et certains de ses collaborateurs. Parce que je vous disais, il y a ces liances. Alors, le directeur des affaires juridiques, donc au moment des faits, a quitté la SGBCI. Également, Nguessan Jean-Marie qui était au contentieux, ASD était impliqué. Et j'avais même un chèque de 50 millions de francs CFA qui a servi à acheter une maison, un bien immobilier, pour le compte, n'est-ce pas, donc, de ce directeur que j'avais donné à la juge d'instruction dans le dossier. Mais lorsque Aoussou Diallo m'a jeté en prison et que ma maison a été perquisitionnée de façon illégale, j'ai perdu beaucoup de documents. Et les documents, n'est-ce pas, donc cette pièce est dans la procédure. Vous comprenez un peu? Cette pièce est dans la procédure. Une maison de 50 milliards acquise dans l'argent des victimes des déchets toxiques. Et ces personnes ont pu voler à NCA. Nous avons initié plusieurs procédures contre ces personnes et ces procédures ont été bloquées par le parquet de la République. Ça n'a pas évolué. D'abord une procédure qui envoie à la brigade de recherche. Après,
les gens ne veulent pas venir intervenir, on fait la pression, n'est-ce pas, donc des rues, les gars viennent intervenir, le procureur de la République demande la communication, n'est-ce pas, donc de cette procédure, la procédure va à son niveau, la procédure est bloquée pendant plus de 6 mois, 7 mois, il faut encore qu'on fasse des pressions pour qu'on ramène la procédure à la préfecture de police, pour reprendre l'enquête à zéro, et la préfecture de police est bloquée. C'est ce qui a fait que nous avons fait un retrait de plainte pour aller devant le tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent en raison de la nature civile de la plainte, et c'est cette affaire même qui est. Donc, vous voyez, c'est vraiment une odyssée juridico-judiciaire à laquelle les victimes vraiment sont assujetties, et ce n'est pas bien pour un état de droit. Ce n'est pas bien pour un état de droit, c'est pourquoi nous plaidons auprès du président de la République pour qu'il ait un regard accru sur le délibéré du 28 mars 2019. Parce que ces délibérés-là, il n'y a rien à faire. Il y a une décision définitive qui a reconnu la culpabilité des personnes qui ont été condamnées définitivement, donc ils doivent être en prison actuellement. Et donc il s'agit de dégager leur responsabilité civile, donc de tirer les conséquences des droits de cet arrêt correctionnel, c'est tout. Et donc il n'y a pas d'autre décision que de faire droit à la demande des victimes. Voilà. Alors, président, moi je vais revenir un peu sur la question de Access Bank, après c'est devenu Afriland First Bank, et puis il y a SGBC aussi qui est cité dans cette affaire. Alors on sait que ces banques-là opèrent sur le terrain actuellement, elles fonctionnent normalement. Est-ce que vous avez une action contre cette banque-là, cette nouvelle banque-là, qui est Afriland First Bank? Oh, le délibéré dont il s'agit par rapport donc au 28 prochain, c'est Konéchek Gouroukour et Afriland First Bank qu'on a signé. Ça, c'est eux qui sont concernés par ça. C'est eux qui ont été condamnés à 20 ans. Mais comme c'est une banque, on ne peut pas la condamner. Donc, on l'a condamnée à 21 milliards de francs CFA d'amende pour méconnaissance des préventions des blanchiments de capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu des blanchiments de capitaux. Il y a eu, des fonds ont été détournés à d'autres fins. Et c'est des actes criminels. Puisque 20 ans, c'est ce qui est infligé à celui, au délinquant armé, au braqueur. 20 ans. Donc, c'est une peine criminelle, c'est un crime économique. Et le juge a voulu faire plaisir à Afriland First Bank en disant méconnaissance des préventions du blanchiment des capitaux. Sinon, c'est des actes de blanchiment des capitaux, des actes avérés de blanchiment des capitaux. Comment une banque peut permettre que des gens fassent des prêts avec intérêt dans l'argent des victimes? Awandia a fait ça dans cette même banque, sachant que le dossier qui est quitté à la GBC par les Access Bank, la dénomination, n'est-ce pas, donc, du compte était l'indemnisation des particuliers, donc destiné à l'indemnisation des victimes. Et on fait des prêts d'intérêt, on donne l'argent pour pour créer des sociétés partout là, des transactions qui ont été détectées et décelées par la CENTIF, la cellule nationale du traitement des informations financières de Côte d'Ivoire, et qui a conclu que c'est des actes graves de blanchiment des capitaux. Access Bank a été condamné à 21 milliards et le procureur qui l'avait condamné au début a été affecté à Bangourou. Le procureur était intimidé parce que le parquet n'était pas d'accord, n'est-ce pas, donc avec cette décision qu'il les avait surpris, qu'il avait surpris parlant du parquet. Vous comprenez, il a été affecté par la suite. Et même la juge a ses dossiers Juliette pour avoir arrêté Konéchek Koumami, Konéchek Kouma sous mandat de dépôt, Konéchek Kouma venir pour chèque 1 milliard de francs, c'est pas avant de le libérer, parce qu'elle n'a pas voulu, n'est-ce pas, donc se conformer aux injonctions, n'est-ce pas, de sa hiérarchie pour le libérer sans qu'il ne donne quelque chose. A été aussi affecté à Yopougon, je ne sais pas si maintenant il est revenu. À titre de sanction, il était devenu simple juge là-bas. Or, il était juge d'instruction ici. Vous comprenez? Donc, dans ce dossier, les magistrats ont peur. C'est pourquoi nous dénonçons cette pression et nous appelons l'attention du président de la République. Les magistrats ont peur. C'est un dossier qui est pratique. Le juge, par exemple, depuis le 29 novembre 2018, il a envoyé ça au 7 février, la décision. 3 mois. Mais 3 mois, le juge n'a pas le temps de rédiger la 7 février, 28 février, 28 mars. C'est-à-dire chacun veut se débarrasser du dossier. Car si on arrive à la vacance judiciaire, on t'a fait, Dieu merci, tu n'es plus dans le dossier, tu donnes ça à celui qui vient. Et lui aussi, il va reprendre la procédure pour dire c'est le dilatoire que nous ne pouvons plus accepter. Vous comprenez un peu? Donc, Afriland First Bank a signé. C'est pourquoi Afriland First Bank a fait la gymnastique. J'ai un ami de l'association, le chargé à l'organisation, qui m'a fait une confidence une fois. Et j'avais vu dans la précédente décision concernant la chose, lorsque on veut délibérer sur cette affaire, le directeur général d'Afriland First Bank va rencontrer le président de la République pour financer des projets sociaux. Afriland First Bank à la télévision, au journal d'antan. Cette fois-là, je n'ai pas encore regardé la télévision. Et quand on prend une décision, c'est une décision biaisée. Sinon, c'est la même banque. C'est seulement une absorption. C'est-à-dire Afriland First Bank a absorbé Access Bank pour devenir une banque unie parce qu'elle a acquis la majorité des actions proposées dans le cadre de cette augmentation des capitales là. Vous comprenez que c'est la même banque. La preuve, nous avons déposé même dans cette procédure à la Cour d'appel. La Cour d'appel aurait pu trancher même définitivement sur la question. Mais en disant même qu'on n'a pas donné mandat à l'avocat, on n'a pas besoin de donner le mandat. L'avocat n'a pas besoin de procuration au terme de la loi.
coagir. Un avocat peut venir en pleine audience trouver un dossier, se constituer spontanément pour la personne. Ça fait mandat. Un avocat, lorsqu'il est constitué également pour des personnes, n'a pas besoin d'avoir des mandats individuels de ces personnes-là. On avait une lettre de constitution, bonne et due forme, tout ça. Bon là, en fait, vous allez me poser la question aussi de savoir, mais si la juge était dans une collusion manifeste avec les inclus, avec les détenus, les prévenus par exemple, pourquoi alors elle les a condamnés à 20 ans? C'est la condamnation qui est un peu grave que la sanction financière même. Elle les a condamnés parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de les condamner. Parce que nous avions tout le dossier judiciaire. Et nous avons transmis avant son délibéré. On lui a écrit, on a appris que tu as pris ça, tu as pris ça. Et tout le dossier a été transmis. On a fait ampliation à toutes les autorités politiques nationales, à la communauté internationale, des institutions diplomatiques et autres. Donc tout le monde suivait le dossier. Puis on a montré des chèques de Kony Cheikhouma pour dire que tu ne peux pas enlever Kony Cheikhouma, puisque voilà, 300, 500 millions, il a retiré dans l'argent, les 4 milliards, tu ne peux pas l'enlever. Parce que l'avocat général Bakayoko Ousmane avait plaidé, sa plaidoirie était conforme à la plaidoirie de l'avocat de Kony Cheikhouma, M. Kwame Bi-Iritier. Et non, pardon, Goïbi Raoul, M. Goïbi Raoul, excusez-moi. La plaidoirie des choses de l'avocat Goïbi Raoul était conforme aux réquisitions du procureur général Bakayoko Ousmane. Kony Cheikh n'a rien fait, c'est les autres qui ont pris ceci, cela. Et donc, le dérivé a été fixé à une certaine date, le 27 juillet 2016. Avant ça, nous, on a écrit à la juge, il dit qu'on a appris que tu as pris ça, voilà, voilà, tu as pris ça, voilà, voilà. Voici les dossiers qui les trucs. Et on a transmis les dossiers à toutes les autorités. La juge était coincée. Elle était obligée. Maintenant, comment arranger ces poulains? Parce qu'on les condamne, mais ils ne sont pas en prison. C'est pour dire qu'on ne les a pas condamnés. On les a condamnés sans les avoir condamnés. Juridiquement, mais physiquement, ils sont en liberté. Vous comprenez un peu? C'est une condamnation avec sursis ou... Non, il n'y a même pas de condamnation ferme. Il n'y a pas de condamnation 20 ans même avec sursis. 20 ans, c'est la peine maximale prévue par le code pénal ivoirien. Moi, je ne comprends pas une chose. Ce n'est pas la première fois dans la législation ivoirienne, au niveau de la justice, qu'on condamne les gens à 20 ans sans mandat de dépôt. Je prends le cas de la casse, la soi-disant casse de la BCAO. L'ancien régime, il y a des membres, il y a des ministres de l'ancien régime qui ont été condamnés à 20 ans, mais ils vont à leur occupation. Je prends le cas des gars de Café Cacao. Ils sont condamnés aussi à des 20 ans de prison, mais ils vont à leur occupation, il n'y a pas de mandat de dépôt. Pourquoi vous voulez forcément que les Claude Gourou et Cheikh Oumar soient emprisonnés? Ok, là c'est une question très pertinente et qui vient même pour nous donner l'occasion d'éclairer la lanterne de l'opinion en nuançant, n'est-ce pas, donc la réponse. Je prends le cas des politiciens qui ont été condamnés à 20 ans. Vous avez parlé de quels politiciens par exemple? L'ancien régime. Ok, ça c'est des affaires politiques. Les gars étaient en détention préventive. Ils étaient en prison. Ils ont fait quelques années là-bas. Et dans une décision politique, puisque c'est un problème politique, même quand, n'est-ce pas, ferme les yeux dessus, on refuse, n'est-ce pas, c'est un problème politique. Et donc c'est une décision politique. Si nous sommes dans un dossier purement judiciaire qui n'a rien à voir avec la politique, ça c'est un. De deux, concernant Café Cacao, une politique, attends, mais je ne dirais même pas politique, je prends une affaire privée. Vous comprenez un peu, une affaire privée. Mais Café Cacao, vous vous rappelez que Tapedo et autres ont fait plus de 3 ans en prison. Les comptes ont été échelés et les comptes ont servi à rembourser l'argent qu'ils ont été supposés avoir détourné avant qu'on les mette en liberté provisoire pour les condamner définitivement. Et comme ils ont été à la prison, ils ont transigé sur l'action publique. Mais parlant des Kony Cheikhouma, des Goro Claude, ils ont fait combien de jours en prison? Ils n'ont jamais été arrêtés, même en détention préventive. Ils n'ont jamais même été arrêtés à la police économique. Ils n'ont rien fait. Et depuis 2 ans qu'ils ont été condamnés définitivement, ils n'ont même pas remboursé un seul centime. Est-ce que vous voyez que cette décision, c'est de quoi vous venez de parler, quand même, ressemble à ce qui se passe actuellement? Non, c'est pas parce que nous sommes forcément habilités à leur arrestation, à leur mise sous mandat de dépôt. Vous comprenez un peu? Ça relève du ressort du parquet général aujourd'hui. Si c'était la décision du tribunal, ça arrive le procureur de la République, que c'est une dernière, la deuxième décision, c'est à la cour d'appel. Donc c'est le procureur général qui doit les mettre sous mandat de dépôt. A priori, la première condamnation n'était pas sous mandat de dépôt, ça c'était légalement justifié. Parce que le juge a la faculté de décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt. La faculté, donc ça veut dire il peut ou ne pas le faire. Mais lorsqu'une décision, il peut ou ne pas le faire, mais lorsqu'une décision acquiert autorité de la chose jugée en dernier ressort, c'est-à-dire insusceptible de tout recours, le juge, ça devient la faculté, se transforme en obligation. Il est obligé maintenant de les arrêter. Et c'est dans ce cas-là que nous sommes. On est obligé de les arrêter. Parce que les gens ne font aucun effort pour rembourser l'argent des victimes. Ils peuvent rembourser et puis les mettre en prison en commun. Mais je vais dire qu'ils ne font aucun effort. Et donc leur situation est très différente, n'est-ce pas, dans les deux situations que vous venez d'évoquer. Déjà que vous êtes victime, vous êtes épuisé, pensez que vous pouvez tenir jusqu'à la Cour suprême avec la SGBC, avec tout ça?
Alors que les victimes sont liées plus. Nous sommes dans le combat et nous demeurons sereins et imperturbés en dépit, n'est-ce pas, donc, de la longue fatigue. Vous pouvez ressentir la fatigue, n'est-ce pas, donc en 2009, c'est vrai qu'on a pris un peu de l'âge, mais en tant que sportif, je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui même, vous voyez, parce qu'on était en tournée de mobilisation. Vous voyez que je n'ai pas bien dormi, c'est depuis 3 h du matin que j'ai dormi, je me suis réveillé à 6 h du matin, donc j'ai le visage un peu, vous comprenez un peu. Donc nous là, on est engagés, parce qu'on s'est dit que le destin le plus sûr de l'homme là, c'est la mort. Donc on n'a pas peur de la peur, on a peur d'avoir peur même. Le destin qui est incertain pour l'homme, c'est la naissance, on n'est pas sûr de naître. Mais une fois que tu nais, tu vas mourir forcément. En dépit des menaces et tout ça, on est déterminé à tenir le truc. Parce que nous cherchons, c'est pas le côté argent. Le côté argent, c'est vrai que la majorité des victimes indigentes, c'est dans les quartiers précaires qu'on a déversé, les gens sont souffrent, les gens ont besoin de leur argent pour se soigner, manger, tout ça, c'est important. Mais je ne dis pas que c'est la priorité. La priorité pour nous, c'est la dignité des victimes qui doit être rétablie à travers une décision juste et conséquente. C'est la dignité des victimes, cette dignité qui est bafouée, cette atteinte à nos droits, au droit à la justice. Et c'est la consécration malheureusement de l'impunité à laquelle nous assistons aujourd'hui sous ce régime, et ce qui paraît inacceptable. Parce que le président Alassane que je connais, c'est un homme intègre, c'est un homme, n'est-ce pas, donc soucieux de l'intérêt, n'est-ce pas, donc de sa population. Il ne donc peut pas permettre, n'est-ce pas, donc cette forfaiture judiciaire de façon indéfinie. C'est pourquoi je l'interpelle solennellement cette fois-ci, à l'occasion de cette conférence de presse, pour qu'il ait un regard accru et que le droit soit dit et que le délibéré soit enfin vidé pour libérer ces victimes, dont la grande majorité est constituée de femmes et de personnes de 3e âge. Alors Président, justement parlant du chef de l'État, est-ce que déjà depuis sa venue au pouvoir, est-ce que vous avez déjà rencontré sur cette question? Malheureusement, cela peut-être doit dépendre de son programme certainement très chargé. Sinon, nous avons adressé plusieurs courriers de demande d'audience qui sont à ce jour restés sans suite. Bon, mais nous espérons que le président de la République nous recevra un jour pour nous écouter, pour avoir notre version. Parce que jusque-là, nous sommes convaincus que c'est la version des collaborateurs que le président écoute. Et comme les collaborateurs sont souvent déterminés de la justice et autres, le président s'est dit que non, ils font croire que les victimes sont des ignares et tout ça, des naissants intellectuels, qui n'ont qui n'ont aucune instruction ou tout ça. Et donc les gens ne connaissent rien. Non, c'est la décision qu'on a prise, c'est conforme au droit, c'est pas que c'est les victimes qui manifestent. Non. Nous sommes juristes de formation, nous avons fait la même faculté de droit avec tous ceux qui sont venus de la justice. Et nous avons été majors à la faculté de droit. Les tous sont là. Voilà. Nous n'avons pas traversé la faculté de droit, nous avons fait la faculté de droit d'Abidjan. Nous avons été titulaires d'une maîtrise droit carrière judiciaire. Dans un DSS à fiscalité droit des affaires. Vous comprenez un peu? Donc voilà, nous savons de quoi nous parlons. Et donc nous espérons que le président de la République nous recevra un jour pour que nous puissions lui expliquer, pas notre part de vérité, mais la vérité dans cette affaire. La vérité dans cette affaire. Parce que nous posons la question justement parce qu'à plusieurs occasions, le chef de l'État, lorsqu'il a inauguré le CHU d'André, qui est, j'ai dit, à la base un fruit des déchets toxiques, et qui avait reçu 100 milliards pour la construction de cette infrastructure-là. Mais véritablement, ce sont des murs qui se sont levés, mais on sait après, lui-même quand il allait à l'inauguration, il a dit quand on est venu, il n'y avait plus rien dans la caisse. Alors que l'État et le gouvernement avaient reçu 100 milliards effectivement pour construire ça. Donc il avait dit que c'est une injustice, que lui, il est venu, il allait travailler dans le sens vraiment à régler ce problème, vraiment tout le monde entre dans ses droits. Maintenant, nous, on veut savoir, est-ce que vous tapez à la bonne porte aussi, c'est ça? Parce que depuis lors, vous ne faites plus de conférences, vous n'êtes plus dans les journaux. Bon. Non. Du coup, on se dit que ça va. Non, la bonne porte, c'est laquelle? C'est ce que j'ai dit d'entrée. J'ai dit qu'il ne s'agit pas de faire une conférence ou de parler pour parler. On parle lorsqu'il y a un problème. Et lorsque le ministre Sassan Kambiré est venu et que nous avons initié certaines procédures, nous avons vu que les choses allaient dans le bon sens. Donc il n'y avait pas de raison de se plaindre. Parce que nous ne sollicitons pas forcément la faveur des politiques. Parce que nous avons le droit avec nous. Ce que nous demandons, c'est l'application stricte du droit. Et quand le droit est politisé, nous sommes tentés de recourir au premier responsable de la justice, au premier magistrat de notre pays, la magistrature suprême, donc le premier magistrat de notre pays, le président de la République. C'est pourquoi, si nous avons le droit, si le droit est appliqué, mais ça doit faire 20 ans, 30 ans, nous on suit le droit. Parce que c'est ça aussi l'état de droit. C'est ça aussi la justice. C'est ça aussi le bon citoyen. Il ne s'agit pas de brûler les étapes. Mais quand même, vous et moi,
10 ans de procédure en un point fini, avec des forfaitures judiciaires vraiment très criardes, qui sautent même aux yeux, qui sont plausibles. Vous comprenez que ce n'est pas intéressant. Et Okoye disait qu'il a peur, pardon, de l'injustice au désordre, je pense bien. Il appelle l'injustice au désordre, je ne sais pas si je passe bien, tout ça répété comme ça. Donc l'injustice là, alors que l'injustice est une cause manifeste même du désordre. Parce que l'injustice peut provoquer le désordre. Je crois que ce ne soit pas notre intention. Mais vous savez que Sigmund Freud, philosophe allemand, disait que derrière tout homme civilisé sommeille le primitif. Il suffit que l'ordre social relâche pour que surgisse le refoulé. Le refoulé ici, c'est l'état de nature qui est en nous. L'ordre social, c'est l'injustice, en l'occurrence, qui peut provoquer, n'est-ce pas, donc, un soulèvement de la population. Et nous ne voulons pas, en tout cas, nous n'avons même pas l'intention d'en arriver à ce stade, parce que nous savons que le président de la République est un père. Et donc, le sens de la paternité, est un chef d'État, le sens de la responsabilité, est le premier magistrat de notre pays. Donc, le sens de la justice. Il a le sens de la justice. Donc, le rendez-vous est pris pour le 28 mars. Président, moi j'ai une question. Oui. Excusez-moi, moi ma question est porte sur le cas Adama Bitogo. On a reçu une fois Adama Bitogo à la maison de la presse. Il a dit que dans cette transaction, c'était que ça ne compte pas qu'il avait reçu. Est-ce qu'il y a un document qui atteste dans ce protocole, dans ces différents protocoles-là, qu'Adama Bitogo devait avoir une part dans l'argent que devaient recevoir les victimes? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, parce que je ne voudrais pas qu'on politise l'affaire, qu'on parle d'Adama Bitogo en tant qu'au cadre du RDR ou bien au cadre de tel ou tel parti politique. On parle d'Adama Bitogo en tant qu'homme d'affaires qui est rentré dans une affaire des victimes de déchets toxiques. Quelle était sa part de responsabilité dans la transaction de ce fonds destiné aux victimes des déchets toxiques? Ok, merci. Ok, merci bien. Je vais éclairer la lanterne, n'est-ce pas, donc, de l'opinion sur cette préoccupation qui m'apparaît très fondamentale. D'abord, je voudrais dire que dans ce dossier, la personne de Adama Bitogo se confond en sa personnalité politique. Et c'est cette personnalité politique qu'il utilise pour impressionner, donc faire pression sur les juges et pour se maintenir dans un carcan d'indifférence face donc au remboursement de l'argent des victimes. Dans le protocole, Adama Bitogo, à la page 22, donc à la fin de la page, est le représentant du facilitateur. Et à la fin de la page 22, vous allez voir les signataires du protocole. Maître Henri Ostet est là, la LGBC, la coordination l'EDI. Maître Henri Ostet est là, avocat à la cour, qui est le facilitateur. Et nulle part dans ce protocole, encore moins dans l'avenant du protocole, dans l'avenant au protocole, il n'est fait mention d'une quelconque rétribution du facilitateur, encore moins de son représentant, Adama Bitogo. Des deux, Adama Bitogo a brandi, sinon ses avocats, et celui que je vais citer, c'est lui-même qui est l'avocat encore dans cette procédure-là, qui va passer le 4 avril, Maître Kwame Bi-Héritier. Et Maître Henri Ostet est là, ses avocats, à la police économique. On produit des documents à la police économique, des documents juridiques. Un prétendu avenant qui atteste que Adama Bitogo devait percevoir 20% du montant résiduel. Mais déjà, je voudrais dire que dans la déclaration, dans l'audition de Maître Zinda Zawadogo, représentant du cabinet anglais KSK, postulant, cabinet ivoirien postulant du cabinet LDNCO, donc du cabinet anglais, a dit dans son audition que M. Adama Bitogo, un grand frère que nous connaissons bien, nous a approchés dans le cadre du combat que nous menons. Et il s'est engagé à s'impliquer, mais sous la condition expresse qu'aucun centime ne sera amputé sur l'indemnisation des victimes. Or, il se trouve que c'est dans les 600 millions, dans les 4 milliards qu'il a reçu, les 600 millions. Ça, c'est le premier point d'achoppement par rapport donc au contenu de cette audition-là. Deuxième point, dans l'avenant qu'ils ont brandi, Adama Bitogo devait percevoir 20% du montant résiduel.
Le montant résiduel de cette indemnisation, selon le rapport d'enquête de police, c'est 282 millions de francs CFA. C'est-à-dire que c'est une marge de sécurité mise pour régler certains problèmes. Dans les 22 milliards 500 millions, il y avait une marge de sécurité. C'est-à-dire qu'on finit d'indemniser les victimes, il doit rester 282 millions. Le montant résiduel. 20%, ça fait 56 millions 400 000 francs CFA. En percevant 600 millions, il y a un trop perçu de 543 millions de francs CFA qui doit restituer immédiatement. Si tant est qu'on veut prendre en considération qu'il a fait un travail qu'on devait rémunérer. Vous comprenez un peu. Mais encore, son avenant va plus loin pour dire qu'il devait percevoir seulement ces 20%, c'est-à-dire ces 56 millions 400 000 francs, seulement à la fin du processus, quand toutes les 29 624 victimes ont été indemnisées. On dit montant résiduel, donc le reste de l'indemnisation. Il ressort officiellement du rapport d'enquête, quoique nous réclamions toujours nos 25 000 victimes, mais il ressort du rapport de police initié par la direction de la police économique et financière de la République de l'État de Côte d'Ivoire et même de la cellule nationale du transport, la CENTIF, la cellule, n'est-ce pas, donc, nationale des informations financières de Côte d'Ivoire. Il ressort de cette cellule et du rapport d'enquête que 6 624 victimes n'ont pas encore été indemnisées. Donc ça veut dire que les 56 millions là même là, Adama Bitoko, aujourd'hui même, il ne doit même pas les percevoir. Il doit attendre que ces personnes-là soient indemnisées. C'est-à-dire, après notre délibération, on a fini d'indemniser les gens, maintenant, on lui donner ça. Donc, tout ce qu'il a été perçu a été indûment perçu. En conséquence, il doit restituer de façon immédiate. Ça n'a pas d'intérêt. Le rapport de police a dit que Adama Bitoko a été auteur, a commis manifestement un détournement de fonds. Dans la conclusion, fin page 8, début page 9, qui est la fin de la page 9 du rapport d'enquête de police. On va lui mettre une copie, mais ils ont tous suivi le protocole au début, c'est pas une application. Oui, il a entendu. Ok, donc vous comprenez un peu. Donc ce n'est pas, voilà pourquoi je disais que la personne particulière, donc privée, d'Adama Bitoko se confond ici en sa personne publique, d'homme politique. Parce qu'il use de cette influence politique pour ne pas payer l'argent des victimes. Parce que cela fait plus de 7 ans que la possibilité lui a été donnée. Et lui-même, il avait fait croire à la juge d'instruction qu'il avait donné l'argent pour tout ça, alors qu'il n'a rien donné. Et si Adama Bitoko n'était pas impliqué, pourquoi il va faire croire à une juge d'instruction? C'est la juge Assidosso Juliette. Elle est là, vous pouvez lui demander. Elle était au tribunal de Yopougon, peut-être qu'elle y est toujours, vous pouvez lui demander. La juge Assidosso Juliette, juge d'instruction, qui a eu à instruire ce dossier-là. Donc ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question politique. Nous avons adressé plusieurs courriers de demande directement à Miaba. M. Adama Bitoko sont restés sans suite. Notre avocat et nous-mêmes. Donc je veux dire qu'il se met dans une contenance qui ne dit pas son nom. Adama Bitoko est un citoyen comme tout autre. Il a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et donc il peut répondre. C'est pourquoi je voulais saluer ici le président de la République. Qui dès les premières heures, il a débarqué de son poste de ministre de l'intégration africaine. C'est suite au rapport, n'est-ce pas, d'enquête de police. Parce que le président de la République a dit qu'il agissait lorsqu'il avait des preuves. Et lorsque Jeune Afrique lui a donné des preuves, il a vu les preuves manifestes de trucs, il a débarqué pour le mettre à la disposition de la justice. Mais c'est la justice qui n'a pas joué son rôle. C'est le parquet qui n'a pas joué son rôle. Parce que le parquet, je l'ai dit tantôt, est le prolongement du pouvoir politique du pouvoir exécutif. Donc les gens voulaient biaiser. Mais lui, on trouvait une porte de sortie en parlant de... C'est le montant perçu dans la déclaration qui était élevé selon le procureur Kwadjo Simplice. Donc on pouvait le poursuivre. Donc ça veut dire les 543 millions à récupérer. Et là, j'ai dit que Kounéchef lui a donné 400 millions pour pas de traces. Et lui-même en disant à la juge qu'il a déposé 1 milliard, donc il sait que c'est 1 milliard qu'il a pris. Et lorsque, à l'occasion d'une manifestation, le Premier ministre était encore pour voir que le président de la République a dépêché le Premier ministre et c'était un ministre qui était en plein conseil des ministres. Et on avait confié notre dossier à Kandia Kamara, à Mme Kandia Kamara, la ministre. Et par la suite, Mato Loma Sissé, qui était ministre de la Justice, Mato Loma Sissé a dit qu'il y a 1 million qui était là. 1 milliard. 1 milliard, pardon, qui était là. Elle parlait du milliard d'Adama Bitoko, mais qu'il fallait mettre sur pied. Elle a dit quoi? Une organisation interministérielle avec une seule victime, des femmes avec une seule victime pour gérer cette question-là. Nous, on a trouvé que c'était n'importe quoi. On s'est opposé vigoureusement, n'est-ce pas, donc, à cette proposition. Et ça n'a pas connu, n'est-ce pas, donc 2 jours. C'est monnaie, c'est cette proposition-là. Vous comprenez un peu? Donc, de quoi nous parlons? Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème purement judiciaire. Mais un problème judiciaire que les gars transportent sur le terrain de la politique, malheureusement. Quel appel pour les victimes? Nous demandons à toutes les victimes des déchets toxiques, à toutes les organisations de la société civile, qu'elles soient des organisations
des victimes ou pas. Des organisations et prises de justice. À l'opinion nationale et internationale, à la communauté nationale et internationale, aux institutions diplomatiques, nous les invitons solennellement à venir le jeudi 28 mars 2019 à 9h, puisque c'est à 9h que le président du tribunal commence son audience, en vue du triomphe de la justice sur l'injustice. Et nous voulons prendre à témoin les organisations des droits de l'homme, le président de la République lui-même, sur ces pressions incommensurables que subit aujourd'hui le tribunal d'Abidjan. Si ces pressions, les effets escomptés, n'est-ce pas, donc, au terme de ces pressions étaient réalisés, les victimes ne seraient pas responsables de ce qui pourrait advenir. Nous avons déjà adressé un courrier au préfet d'Abidjan, parce que nous sommes des légalistes et nous avons toujours dit, pour déjà projeter des manifestations à partir du 9 avril, devant le siège du RDR, devant la RGBCI, le siège du RDR pour exiger la démission de Adama Bitoko de toutes les instances du RDR et du RADP, pour le départir de son manteau de politicien, pour qu'il soit une personne ordinaire, à l'effet donc un citoyen lambda, à l'effet de le poursuivre devant la juridiction compétente et devant la RGBC pour exiger le reversement à titre de provision de 4 milliards d'abord, qui n'ont rien à voir avec la procédure qu'on a initiée, parce qu'on a associé un audit judiciaire pour savoir, pour la manifestation de la vérité, pour tout ça. Donc, devant la RGBC le 9, et ça s'étend jusqu'au 11. Le 11, c'est une marche pacifique qui va débuter devant le siège du RDR à Cocody, pour passer devant les sapeurs-pompiers, devant, je pense, le ministère de l'Intérieur, devant le CCIA, pour se terminer devant le palais de justice d'Abidjan Plateau, où un sit-in sera tenu par le président du Renavide, c'est-à-dire moi-même, pour dénoncer des dilatoires juridiquement infondés, certaines dérives et dysfonctionnements judiciaires dans le traitement de notre affaire qui dure maintenant près de 10 ans. Voilà le message que je donne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Après, nous, on va lui prendre la parole.